Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le respect des délais constitutionnels fait débat en République démocratique du Congo. Pour les experts onusiens, sans révision du fichier électoral, il serait encore possible de maintenir l'échéance présidentielle de cette année. Pour la CENI, même sans révision, la présidentielle ne pourrait se tenir qu'en avril 2017. En Tunisie, Ennahda adopte la séparation du politique et du religieux. Le parti annonce ainsi ne plus se revendiquer de l'islam politique. Lors de son 10e congrès qui s'est tenu du 20 au 22 mai, le parti islamiste Ennahda a délégué la fonction du prêche à la société civile. Phase allée du deuxième tour des éliminatoires du championnat d'Afrique de football des moins de 20 ans. Le Rwanda recevait l'Égypte à Kigali ce 22 mai 2016. Nous reviendrons sur les résultats de cette rencontre dans ce journal. Y a-t-il encore une possibilité de tenir les délais constitutionnels en République démocratique du Congo? Oui, rétorque une équipe d'experts onusiens sur les questions électorales. Non, selon la commission électorale congolaise qui considère de plus en plus que tenir les délais constitutionnels est impossible. On fait le point tout de suite avec Alioune Guindo. Il est encore possible de tenir les délais constitutionnels pour les élections en République démocratique du Congo. Selon une équipe d'experts sur les questions électorales, il n'est pas trop tard pour organiser les prochains scrutins électoraux en temps et en heure en République démocratique du Congo. Pour appuyer cet argument, un rapport confidentiel a été remis aux Nations Unies à New York. Ce document suscite colère et indignation au niveau de la commission électorale indépendante. Les experts onusiens disent cela parce qu'ils ne veulent pas aller à l'encontre de leur résolution qui appelle au respect des délais constitutionnels. Ils n'ont qu'à publier leur rapport s'ils sont si sûrs. Pourquoi le gardent-ils confidentiel? Pour les experts onusiens, sans révision du fichier électoral, il serait encore possible de tenir les délais. Mais ceci risquerait d'exclure des millions d'électeurs comme les nouveaux majeurs ou la diaspora. Selon une source onusienne, le vainqueur de la présidentielle n'aura qu'une faible légitimité dans la mesure où l'élection n'aura qu'un tour et que l'électorat est morcelé. Ce point de vue, si réellement il est réaliste, il peut être salutaire pour la République démocratique du Congo. Parce qu'il va permettre à ce qu'il y ait l'alternance au pouvoir. Mais ce qui est évident, l'organisation des élections implique entre autres la révision du fichier électoral, implique entre autres aussi des moyens financiers. Mais il s'avère que pour le moment, la République démocratique du Congo est confrontée au regard du rapport fait par le pouvoir. La République démocratique du Congo n'a pas suffisamment de moyens pour organiser les élections au moment opportun. Pour la CENI, la prochaine élection présidentielle ne pourra pas se tenir avant le mois d'avril 2017. Le mandat du président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, devrait prendre fin en décembre 2016. Et toujours en République démocratique du Congo, ajoutons par ailleurs que le dialogue politique convoqué par le président Joseph Kabila fait aussi l'objet de critiques. La composition du comité préparatoire de ces assises est déjà contestée par la société civile qui rejette la liste de ses membres. Le dialogue inter-burundais se poursuit à Arusha en Tanzanie. Autour de la table des négociations, des diplomates, des représentants du gouvernement, du parti au pouvoir ainsi que de la société civile. Mais l'opposition regroupée au sein d'une coalition dénommée Sénared a refusé de prendre part à ces pourparlers. Des représentants de l'aile majoritaire du parti CNDD ou encore UPRONA qui appartiennent à ce conseil sont pourtant bien là. Ces derniers insistent notamment sur l'arrêt des violences, la mise en application de l'accord d'Arusha et la mise en place des institutions de transition pour finalement recommencer le processus électoral. Écoutons à ce propos Léonard Nyangoma, président du CNDD. Il n'y a pas encore eu de confrontation entre les groupes ou entendre des débats contradictoires. Je pense que le médiateur est en train d'écouter tout le monde pour après élaborer une certaine méthodologie de travail qui va se fixer sur les participants au dialogue. Il va se fixer prochainement. Ensuite, il va certainement élaborer un projet d'agenda que nous allons adopter. Chaque groupe certainement a fait des propositions de sujets, de thèmes à aborder au processus de ce dialogue, durant tout le processus, dans l'objectif, bien sûr, commun, de mettre fin
à la crise grave qui est en train de secouer notre pays, le Burundi. Mouvement social au Gabon, les salariés du public et du privé ont entamé lundi une grève générale d'une semaine et dans tous les secteurs à l'appel de la coalition syndicale dynamique unitaire. Des rassemblements sont organisés toute la semaine devant la primature à Libreville et devant les gouvernorats et préfectures en province. Les grévistes exigent, je cite, le paiement immédiat de la prime d'incitation à la performance instaurée par le gouvernement en 2014, le paiement de nombreux rappels de soldes. Ils dénoncent aussi l'emploi abusif de main-d'œuvre non permanente au statut très précaire. Ennahda annonce sa rupture avec l'islam politique. Le parti tunisien a clôturé dimanche 22 mai son 10e congrès national en actant cette révolution majeure. Ennahda, l'une des principales forces politiques de Tunisie, a en effet tenu son 10e congrès pour élire une nouvelle direction, faire le bilan de son action et établir sa stratégie pour les années à venir. On fait le point tout de suite avec Olivia Guéret-Daubry. Ennahda adopte la séparation du politique et du religieux. Une décision prise à l'issue du 10e congrès du parti d'opposition tunisien, un congrès qualifié d'historique et qui s'est tenu les 21 et 22 mai 2016 au sud de Tunis, capitale tunisienne. Sans surprise, Rached Ghannouchi, président et leader historique du mouvement, a été réélu à plus de 75% des voix en obtenant 800 votes. Les deux autres candidats, le président sortant du conseil de la Choura, la plus haute autorité du parti, Fethi Ayadi, et Mohamed Akrout, un responsable du parti, ont respectivement obtenu 229 et 29 voix. Pendant son congrès, Ennahda, première force au Parlement tunisien, a officialisé la séparation entre ses activités politiques et religieuses. Nous nous dirigeons de manière sérieuse vers un parti politique national et civil qui œuvre dans le cadre de la constitution du pays et qui s'inspire des valeurs de l'islam et de la modernité. Une décision très commentée en Tunisie où 73% de la population se dit favorable à la séparation entre la religion et la politique selon un récent sondage réalisé par l'Institut tunisien Sigma. En Tunisie, c'était attendu depuis très longtemps parce qu'Ennahda a annoncé qu'elle allait prendre cette décision, mais le plus important est de comprendre ce qu'il y a là-dedans. Est-ce que Ennahda va faire de la politique politicienne? Et elle a été au pouvoir, elle a fait de la politique politicienne, elle n'a pas fait de l'islam, ni de l'évangélisation. Mais où est-ce qu'elle va s'occuper de l'économique et du social, c'est-à-dire ramener des gens compétents qui font avancer les choses économiquement, qui font avancer la croissance, qui font avancer l'emploi, qui font avancer l'éducation et qui font avancer l'emploi des diplômés. Or, Ennahda, qui a été au pouvoir une première fois, se retrouve là avec ses adversaires, Nida Tounes, dans un gouvernement conjoint, et de nouveau, l'incompétence est totale des deux partis. Il faut maintenant avancer et avoir des partis qui proposent un mode de management, je dis bien de management du gouvernement et non pas de sièges à distribuer, et qu'ils soient comptables en termes de taux de croissance économique. Le parti Ennahda a remporté les premières élections organisées après la révolution de Jasmin en 2010-2011, bien qu'arrivé deuxième au dernier scrutin législatif à la fin de 2014, le parti occupe une place de choix au Parlement après l'implosion de son ancien adversaire, le parti Nida Tounes, du président Béji Caïd Essebsi, avec qui il a scellé une alliance gouvernementale. Plus de 645 millions de personnes en Afrique sont sans électricité. La BAD veut aujourd'hui inverser la donne. La Banque africaine de développement vient en ce sens d'approuver un plan de 10 ans pour soutenir le développement de l'énergie dans les pays africains. Ce plan 2016-2025, dénommé le New Deal de l'énergie pour l'Afrique, vise notamment à stimuler la transformation du secteur énergétique en Afrique en améliorant la productivité de l'énergie, l'accessibilité, la fiabilité ainsi que la durabilité des systèmes énergétiques. Notons par ailleurs que le volume des approbations du secteur énergétique de la banque entre 2006 et 2015 a atteint environ 15 milliards de dollars. Du sport à présent, avec les résultats allés du deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2017 des moins de 20 ans. Ce samedi, l'Égypte a pris une option en s'imposant 1-0 face au Rwanda. Les Pharaons recevront ensuite les Amavubis en juin 2016, cette fois au Caire pour la seconde manche. Reportage d'Oliva Diakotan, notre correspondant au Rwanda.
Le Rwanda s'incline 0-1 devant l'Égypte au stade régional de Kigali ce 22 mai 2016. Une partie qui comptait pour la phase allée du deuxième tour des qualifications du championnat d'Afrique de football des moins de 20 ans. Les Égyptiens dominent la première période mais sont maladroits devant les buts. Les Amavubi sont plus entreprenants en deuxième mi-temps mais se font surprendre à la 50e minute par les Pharaons grâce à une contre-attaque. L'Égypte gère avec sérénité la suite du match malgré quelques offensives rwandaises. Les Pharaons obtiennent donc une victoire précieuse à l'étranger. Je remercie les autorités rwandaises pour la bonne organisation de ces matchs. Je suis heureux de notre victoire et je pense qu'on a une longueur d'avance avant le match retour. Nous n'avions aucune information sur cette équipe d'Égypte, mais je viens de voir qu'elle joue bien au football. Notre ambition était de mieux les contenir, mais on a fait une erreur et nos adversaires ont inscrit l'unique but de cette rencontre. Le Rwanda s'est qualifié aux dépens de l'Ouganda lors du premier tour de ses éliminatoires à cause de la double identité d'un joueur ougandais. 14 rencontres ont été disputées durant la phase allée du deuxième tour de ces éliminatoires. L'Égypte recevra le Rwanda en juin 2016 au Caire pour la deuxième manche du deuxième tour. Avec un but d'avance, on va préparer sereinement le match retour. Je ferai des réglages en attaque. Je pense que nos attaquants pourront mieux s'exprimer à domicile. Nous sommes toujours en quête d'expérience. Je ne changerai pas grand-chose pour aborder le match retour. Je garderai mon effectif. On ira chez eux pour défendre les couleurs de notre pays. On n'a pas d'autre calcul dans nos têtes. Le championnat d'Afrique de football des moins de 20 ans se jouera du 26 février au 12 mars 2017 en Zambie. 8 pays prendront part à cette compétition. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.